Et vous devenez Omar Harfouch. Je suis devenu très riche en Russie en très peu de temps. Ouais, à 28 ans à peu près. Là, ça, c'était bien avant. Ah ouais. Oui, parce que là, cette première richesse, je l'ai perdue. Mais Là, vous avez quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 20 ans, 21 ans. Ah ouais, quand même. Toute l'économie libanaise, elle est basée sur la corruption. C'est la musique qui m'a éloigné de la barbarie. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Moscou soviétique de Gorbatchev. Bah ouais, parce que c'est un peu une sorte d'autorité sur le côté, le Hezbollah. Comment ça se fait ça? Alors, tout ce que je suis en train de vous dire, tous ceux qui sont en train de nous écouter vont dire c'est un mythomane. Tout ce qu'il est en train de dire, ça ne peut pas être vrai. Moi, j'y suis à fond. Moi, je vous suis là. Salut, c'est Julia Layani. Bienvenue dans Conversation avant la fin du monde. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter et partager le podcast chaque semaine. J'ai pas du tout envie de vous saouler, comme à chaque fois, en vous disant de vous abonner et d'appuyer sur la cloche rouge, mais vraiment faites-le, comme ça vous êtes alertés dès qu'il y a un épisode qui sort. Les amis, je suis chez Omar Harfouch. Là, je suis à domicile, comme vous pouvez le constater. J'ai décidé de l'inviter parce que c'est un personnage complètement fantasque et absolument iconique. Et donc, j'ai eu l'opportunité, par bouche à oreille, etc., d'avoir son contact. Je suis chez lui. Il va nous raconter toute sa vie et aussi, il va nous donner son regard sur la situation actuelle au Liban. En fait, en 2022, il s'est présenté aux élections législatives au Liban et je voulais avoir son regard sur la situation actuelle de la guerre au Liban. Omar Harfouch, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Conversation avant la fin du monde. Avant la fin du monde. Vous saviez pas que c'était ça le titre du podcast? Non, je ne savais pas. Voilà, donc c'est un podcast qui s'appelle Conversation avant la fin du monde. Alors c'est un titre évidemment un peu presque humoristique parce que j'ai créé ce podcast dans un moment où le monde n'allait pas très bien. Ça fait 4 mois que j'ai créé ce podcast, donc je suis vraiment ravie que vous ayez accepté cette invitation. Et j'ai pour habitude de laisser les invités se présenter. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors ça, c'est vraiment l'exercice le plus difficile pour moi parce c'est vrai. que j'avais toujours envie de dire que j'étais pianiste, compositeur, mais ça a été très compliqué avant d'expliquer que c'est comme ça que je me définis. Et là, maintenant, heureusement que je peux le dire avec beaucoup de fierté, j'ai toujours voulu être uniquement pianiste et compositeur, rien d'autre. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était soit par accident, soit par hasard. J'ai vraiment eu plusieurs vies à cause ou grâce aux circonstances qui étaient autour de moi. Et à chaque fois, c'était la fin du monde, d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Et j'ai toujours su rebondir. Il y avait beaucoup de difficultés. J'ai été dans des pays en guerre parfois. Et donc, j'ai toujours, quand par exemple, je remplissais les papiers, quand je refais ma carte de séjour ou autre, on me pose, il y a toujours une case profession. Donc, j'avais toujours du mal à remplir cette case parce que pour les uns, je suis homme d'affaires, pour d'autres, je suis photographe, parce que j'ai aussi une carrière de photographe de mode. Pour d'autres, je suis peintre, parce que j'ai été peintre quand j'étais jeune. Je vivais grâce à ma peinture. Je faisais des tableaux que je vendais. Ah ouais, énorme. Et voilà, et donc j'ai eu plusieurs étapes de ma vie, mais moi, j'avais toujours envie d'écrire pianiste-compositeur. Bah ouais, grave. Donc là, aujourd'hui, après mon concert au Théâtre des Champs-Élysées, je peux le dire fièrement, je suis pianiste-compositeur. Génial. Parce que moi, votre vie, votre personnage même m'intéresse énormément parce qu'on vous connaît comme l'homme d'affaires fantasque qui a une multitude d'activités, etc. Mais moi, je demande jamais ce que les gens font dans la vie. Je demande tout simplement aux gens de se présenter comme ils le souhaitent. Alors, vous êtes pianiste, vous êtes né à Tripoli, au Liban. Vous vivez jusqu'à 17 ans au Liban? Oui, à 17 ans, j'ai quitté le Liban. J'aimerais juste corriger, je sais que c'est écrit sur Wikipédia que je suis français, mais en réalité, moi, je suis libanais. Ok. Voilà, non, mais c'est important parce que je vis en France depuis 30 ans, j'ai le droit à la nationalité, mais je ne l'ai pas demandé. Donc voilà, j'ai gardé ma nationalité libanaise. J'ai toujours pensé que quand les gens me voient, ils ne voient pas un Français, ils voient un Libanais. La majorité des gens, après m'avoir vu, ils m'envoient un texto pour me dire, voilà, je mange un petit falafel, etc. Je donne envie de manger libanais. Donc, je n'ai pas ce complexe-là. Et puis, ma fille aînée, Najwa, elle avait 17 ans quand elle m'a dit Papa, on a parlé de cette question-là. Elle m'a dit Papa, en France, c'est mieux d'être étranger vivant en France que français d'origine étrangère. Et elle avait raison, elle avait que 17 ans. Et à chaque fois que j'y pense, je me dis voilà, elle a raison. Comme ça, je ne suis pas français, je suis un étranger vivant en France. C'est un statut à part entier, un statut magnifique. Et je suis très, très fier de ma nationalité, en fait. Magnifique. Et donc, vous restez jusqu'à 17 ans. C'est la guerre civile pendant toute cette période-là. Et vous
vous jouez au piano depuis l'enfance et ça vous sauve, c'est ça? Et en fait, vous décidez de faire des études de musique et vous partez en Russie. Tout à fait. Alors, quand on est enfant, on s'adapte à la vie qu'on a. Ouais. Donc, moi, je ne me disais pas « Oh, je suis dans une guerre civile ». Pour moi, c'était ça la vie. Je pensais qu'il n'y avait pas une autre vie. On était cantonnés dans notre presqu'île Tripoli. Ouais. C'est une presqu'île. Il y avait la mer d'un côté, la montagne de l'autre. D'un côté, il y avait la frontière avec la Syrie, donc c'était fermé. De l'autre, c'était la région chrétienne. On ne pouvait pas y aller. Et donc pour moi, c'était ça. Et après Tripoli, c'est les montagnes, les collines. Après, vous avez une falaise comme ça, une grande falaise. Pour moi, c'était la fin du monde. Ouais. Et qu'il n'y a rien après. Et de l'autre côté, il y a la mer. Donc en fait, c'est ça mon monde. Je ne me disais pas tous les jours que c'était la guerre civile. Sauf que la mort était au quotidien. On avait des périodes plus graves que d'autres. On a vécu sous tous les régimes. Par exemple, on a eu un État islamique avant l'État islamique qu'on a vu en Syrie. C'était une période là où les islamistes ils ont pris le pouvoir. Ils ont commencé, notre vie était devenue impossible. Moi, j'étais dans un collège chrétien. J'étais chez les frères Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Ils ont exigé à apprendre le Coran à l'école, une fois par semaine. Et on ne pouvait plus marcher entre garçons et filles. La voiture était bannie, il fallait monter sur les chevaux et tout ça. Donc moi, j'ai connu l'horreur de l'islamisme. Pardon. Mais aussi, on a eu les communistes, on a eu l'occupation syrienne, on a eu l'occupation palestinienne, parce qu'à un moment donné, Arafat et ses soldats étaient chassés de Beyrouth, ils sont réfugiés à Tripoli. Donc Tripoli est devenu un émirat palestinien, jusqu'à ce que la France les emmène en bateau, parce qu'il y a une guerre contre la Syrie, contre les Palestiniens. Nous, on a subi toutes ces guerres, on n'y était pour rien. Moi-même, j'ai reçu une balle d'un sniper dans ma jambe en allant chercher à manger le pain, acheter le pain. Ils ont envoyé les garçons qui couraient le plus vite. Moi, je courais très vite. D'ailleurs, on était 3, les 2 sont restés. Moi, je suis revenu avec une blessure. Et donc, moi, j'étais tellement fier que je courais plus vite que les autres. Et c'était pour moi un jeu. Les voitures piégées. J'ai perdu 2 petites amies. Donc, une, elle était empoisonnée, en fait, parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'électricité, la nourriture devient pourrie. Donc, elle a mangé un sandwich, il était pourri. Elle en était morte. La deuxième, Katia, pour moi, c'était vraiment c'est le moment là où j'étais en dépression. Je ne pouvais plus rester là-bas parce que j'étais très amoureux d'elle. Et c'est elle qui m'a emmené d'ailleurs au palais présidentiel. Je suis devenu pianiste de président. Et donc, moi, j'ai joué pour le baptême de son fils, pour les grandes réceptions et tout ça. Donc, je n'étais pas un pianiste lambda, j'étais un peu en vue. Et c'est grâce à Katia donc, qui m'a emmené au palais. Je suis éternellement reconnaissant. Et puis, elle meurt comme ça. Quelqu'un a tiré, un fil électrique tombe qu'il la touche et elle meurt. Wow. Donc... Ouais, la mort était au quotidien. Même en classe, une fois, il y a une bombe qui tombe. On avait un élève juste devant moi. Il reçoit un morceau de la bombe. Et puis, il ne fait que comme ça. On ne s'est pas aperçu. On pensait qu'il s'était endormi. Pour aller à la récréation, il est resté là. On arrive, il y avait une mare de sang autour de lui. Il était mort. Il y a eu les massacres des moines aussi. C'était dans l'église qui était derrière notre école. Donc, en fait, on a vu tout ça, la barbarie. Et donc, évidemment, la majorité des garçons de mon âge étaient soit sympathisants d'un parti contre l'autre ou autre. Moi, j'avais le piano. Et donc, ma sympathie allait à cet instrument-là. D'ailleurs, quand il y avait des bombardements, des tirs, je me cachais derrière le piano parce que tout le monde descendait au sous-sol. On en voit maintenant des images à la télévision. À chaque fois, les gens descendent au sous-sol. Bon, nous, c'était notre quotidien. C'était un piano droit. Donc, moi, je me cachais derrière, pensant que ce piano-là va me protéger s'il y a un bombardement. Et puis, c'est la musique qui m'a éloigné de la barbarie. Ouais. En rentrant de l'école, je faisais des gammes, je jouais la musique, je pensais à Chopin, à Tchaïkovski, à Claude Debussy. J'étais très admiratif du groupe des 5, qui est un groupe de compositeurs à Saint-Pétersbourg, avant la révolution soviétique, évidemment.
et qui était autodidacte. Moi, j'étais autodidacte. Moi, j'ai appris à faire du piano tout seul, à composer tout seul. Et un était chimiste, l'autre était marin, etc. Et puis ils se sont réunis en disant voilà, on va composer ensemble. Ils ont fait des opéras incroyables. Boris Godunov, par exemple, était écrite par Moussorgsky, mais pas que lui. Lui, il écrivait 2-3 mélodies. Après, c'était ses compagnons qui faisaient le reste. Rimsky-Korsakov, qui a écrit Scheherazade, il faisait de l'orchestration incroyable, mais il partait 6 mois en mer parce qu'il était marin. Et quand il revenait, il devait faire des concerts dont quelqu'un d'autre finissait ses ballets et ses opéras. Et donc, je me disais, je m'identifiais à eux, et mon rêve était d'aller en Union soviétique. C'était vraiment mon rêve. C'est incroyable, ça, de s'identifier à des personnages comme ça, en étant un enfant qui vit dans une guerre civile, etc. Mais qui vous a mis sur la voie de la musique classique? Tout seul. Ah ouais. Et probablement le tourne-disque de mon papa, qu'on appelait Pick-up à l'époque. Il avait un tourne-disque de 33 tours. Il avait un disque de Arthur Rubinstein jouant Chopin et un autre de Mozart. C'est tout ce qu'il avait. Il avait aussi un disque de Enrico Macias. J'ai quitté mon pays, il adorait ça tous les soirs en buvant un verre de whisky. Il écoutait Enrico Macias. Quand j'ai rencontré après Enrico Macias dans la vraie vie, je me suis dit, oh papa, s'il savait le personnage. Ah ouais, grave. Voilà. Et donc, vous êtes plus identifié à Chopin qu'à Enrico Macias. Voilà, moi oui. Quoique j'aime beaucoup les chansons d'Enrico Macias. Et donc, si vous voulez, et en plus, quand j'écoutais par exemple Wagner, des opéras qui duraient 5 heures, je peignais Wagner. Comme je faisais de la peinture, j'ai aussi appris à faire des portraits seuls. J'écoutais Chopin, je peignais Chopin. Okay. Donc en écoutant sa musique, je dessinais les traits de son visage. Des chefs d'orchestre que j'admirais, comme par exemple Herbert von Karajan, qui était à l'époque de la guerre froide. C'était comme, pour moi, il était tellement élégant, tellement beau, je voulais être comme lui. Je le peignais, j'ai fait peut-être 4 portraits de Karajan. Et quand le président de l'époque, Stéphane Frangi, m'a convoqué dans son bureau, il me disait, tu es doué, voilà, tu choisis. Il m'a donné un choix entre l'Amérique, la France et l'Italie. Il me dit, voilà, l'État va payer vos études. Et j'ai dit, un mot, c'est un terme un peu comme ça, doux, pour dire oncle, ou mon oncle. J'ai dit, moi, je veux aller à Moscou, en Union soviétique. Il m'a dit, mais tu es fou! Qui voudrait aller là-bas? Les gens meurent de faim et tout ça. J'ai dit, moi, je veux aller là-bas. Wow. Et donc, à l'époque, j'avais participé à un concours de piano organisé par l'Union soviétique. Et j'ai participé comme ça. Et un jour, une délégation toque à la porte de chez mes parents. Ils disent, voilà, on cherche Romain Rafouche avec un arabe parfait. C'était des diplomates soviétiques. J'ai dit, c'est moi. Il dit, voilà, vous avez participé à un concours. J'ai dit, oui, vous l'avez gagné. Voilà votre visa, c'était un papier séparé comme ça, couleur verte. Et voilà votre billet d'avion de Damas, ce soir à 3h du matin. À prendre ou à laisser. J'ai compris qu'en fait, qu'il attendait peut-être le dernier jour pour que je dise, écoutez, je ne peux pas partir comme ça à Moscou pour le donner à quelqu'un d'autre. J'ai pris les 2 papiers, j'ai en 2 secondes rangé un petit sac. Je suis parti à Moscou sans manteau, sans rien. Je ne savais même pas qu'il faisait très froid. C'était un mois de septembre. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Moscou soviétique de Gorbatchev, qui était quand même une période incroyable. C'était la perestroïka, c'est-à-dire la perestroïka, c'est la reconstruction, et la glasnost. La glasnost, ça veut dire la transparence. Et ce sont 2 mots, on ne parlait que de ça, la transparence et la reconstruction, qui ont été 2 mots moteurs, disons, dans ma vie, parce que j'ai vécu la reconstruction et j'ai vécu la dislocution de l'Union soviétique. La naissance des États, comme l'Ukraine, parce que j'étais en Ukraine le premier jour, en fait, j'étais dans le train Moscou-Kiev quand l'Ukraine est devenue indépendante. Donc on me sort à la frontière, on me dit, voilà, vous avez un visa pour l'Ukraine. J'ai dit, non, j'ai une résidence soviétique. Et bien, l'Union soviétique n'existe plus. Wow. Et j'ai dit, je fais quoi? Je peux faire un visa où? Il me dit, il y avait la douane ukrainienne aussi, il y a russe et ukrainien. Je dis, nous, on ne sait pas, c'est nouveau. Et donc, ils m'ont laissé, après m'avoir dépouillé, ils m'ont pris tout ce que j'avais sur moi. Ils m'ont dit, voilà, l'autoroute est par là. On me sort du train et on me dit, Kiev, c'est à droite, Moscou, c'est à gauche. Et j'ai fait de l'autostop parce que j'avais plus rien sur moi. J'arrive à Kiev et je me fais une nouvelle vie en Ukraine. Je crée la première radio FM de toute l'histoire d'Ukraine parce qu'il fallait survivre. Mais ça, justement, parce que vous vivez à Moscou.
Ensuite, vous allez à Kiev. Et là, vous, à Moscou, on va dire que vous jouez de la musique, etc. Vous ne faites pas encore d'affaires. Je faisais la musique dans la ville de Dnepropetrovsk, qui est devenue Dnepro en Ukraine. Et j'ai fait des études diplomatiques à l'Académie diplomatique de Moscou. C'est pour ça que je faisais des allers-retours entre l'Ukraine et Moscou. Mais tout ça, c'était à l'époque de l'Union soviétique. Ouais, donc c'était le même pays, quoi, on peut dire. Voilà. Et c'est à l'Académie diplomatique qu'on a découvert en moi des talents d'homme d'affaires. Oh. C'est aussi simple que ça. D'accord. J'étais à l'aéroport dans des circonstances compliquées à expliquer. Il y avait une tempête, on est resté 3 jours en attendant le vol et tout ça. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui était recteur de l'Académie diplomatique. En discutant et en lui expliquant ma vision de la vie, etc., il m'a dit, bon, revenez me voir à l'Académie diplomatique. Je reviens le voir, il était arabiste on dit en russe. Il me dit, voilà, je vais vous prendre avec moi, vous serez mon élève, à l'Académie diplomatique, je vais vous donner une carte diplomatique et on va faire des choses ensemble. Ça a commencé comme ça. Et très vite, je privatise le bâtiment, ce qu'on appelle la résidence des étudiants de l'Académie diplomatique. On fait des travaux et on fait venir des étrangers pour faire des études du russe, pour après faire des études de médecine ou autre. Mais la première année, c'est nous qui organisons ça. Et ils logeaient chez nous. Il payait pour tout ça et je partageais avec le recteur de l'académie et avec quelqu'un qui par la suite est devenu ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre de la Russie, Yevgeny Primakov. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la première fois que je le dis. Ah ouais? Oui, parce que c'est du business. Bah ouais. Ils n'avaient pas le droit de faire du business. D'accord. Mais cette chose a fait que je suis devenu très riche en Russie en très peu de temps. Ouais, à 28 ans à peu près. Ça, c'était bien avant. Ah ouais? Oui, parce que là, cette première richesse, je l'ai perdue. D'accord. Et donc... Mais vous avez quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 20 ans, 21 ans. Ah ouais, quand même. Mais être riche à l'époque à Moscou soviétique, c'était genre, si vous avez 100 000 $, vous êtes déjà riche. Parce qu'avec 100 000 $, c'est l'équivalent peut-être de plusieurs millions en Occident. J'avais une limousine, j'avais un appartement avec des Chagall, de l'Antiquité incroyable, j'avais des tapis d'une grande valeur. Tout ça en louant, en fait, en faisant des... Ça, c'était le fait que lui, il était employé de l'État et soviétique. Il n'avait pas le droit d'avoir la devise, c'est-à-dire le dollar. Et moi, j'avais le droit. Et donc, lui, il me donnait les bâtiments, parce qu'on avait un bâtiment, après c'était un deuxième, un troisième, là où on faisait des appartements pour étudiants. Ouais, d'accord. Mais que pour les donc étrangers. C'est de l'immobilier, quoi, en fait. Entre guillemets. Oui, mais nous, c'était admettons, vous, par exemple, vous êtes jeune, vous voulez faire des études en Union soviétique, vous ne savez pas comment faire, vous n'êtes pas communiste, parce que là-bas, à l'époque, c'était les communistes qui envoyaient des jeunes pour faire des études. Donc, vous pouvez passer par nous, vous nous payez à Paris, ou vous emmenez l'argent avec vous, et vous avez appartement, résidence, études. Après, vous voulez faire de la médecine, on s'en occupe. Vous voulez faire architecte, on s'en occupe aussi. Vous choisissez la ville que vous voulez. Pourquoi? Parce que le pouvoir était centralisé à Moscou. Et entre Primakov et Persipkin, ils avaient les accès à tout, l'éducation et tout ça. Ah oui, et donc, si vous voulez, on gagnait beaucoup et on dépensait très peu. Parce que les bâtiments, les appartements, ça appartenait à l'État. Non, on ne les achetait pas. On ne les louait pas. Elles étaient mises à disposition. Mais les étudiants qui venaient nous payer, par exemple, on va dire 500 $ ou 1000 $, par mois, c'était de l'argent gagné à 100%. On ne paye rien. Vous comprenez? Ouais, très bien. Ok. Donc, après, il y a eu le putsch des arabisans. Et tous les gens avec lesquels je travaillais, ils étaient impliqués dans ce putsch. Yeltsin arrive, ils ont bombardé le Parlement et tout ça, et que ce soit le recteur Persipkin, il était en résidence surveillée, Primakov, il était en résidence surveillée, il fallait les mettre en prison parce qu'ils sont très haut gradés, et moi, c'était la raison pour laquelle j'ai pris le train pour aller à Kiev. Et donc, l'Union soviétique se disloque, je suis dans le train, et tout intérêt était que je ne reviens pas à Moscou. En 89. Non, la dislocution, c'était en 92 à peu près. Ok. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. 92-93. Ouais. Et donc, je me retrouve en Ukraine. Tout ce que j'avais à Moscou, je n'avais plus accès. Ah ouais. Je perds tout, en fait, en une seule seconde. C'est ouf. Je vous donne juste un exemple. J'étais le seul, parmi les seuls, en dehors des ambassades, à avoir une antenne parabolique pour recevoir la télévision de l'étranger. Parce qu'il n'y avait que les ambassades qui avaient ça.
J'étais vraiment... J'ai encore la carte diplomatique soviétique. Pour moi, c'était une grosse fierté. J'étais même pas soviétique, même pas russe ni ukrainien. Je suis né au Liban. J'avais une carte SSSR, c'est-à-dire l'Union soviétique, Omar Harfouch, carte diplomatique. Wow. Et voilà. Et donc, à Kiev, j'arrive avec 0, puisqu'on m'a tout... Le cash que j'avais, on me l'a pris dans le train. Je refais tout à 0. Et là, je crée... Alors là... Mais vous n'êtes pas dégoûté, genre en dépression de ce qui se passe ou... Franchement, je ne peux même pas vous dire dans quel état j'étais parce que j'étais tout de suite occupé à reconstruire. D'accord. Tout de suite. Ok. Mais comme je faisais mes études, vous voyez, l'accent, il ressort très souvent. C'est pour ça que je ne vais pas faire semblant que je suis français, je suis libanais. Quand je faisais mes études de piano à Dnepropetrovsk, ma présence là-bas n'était pas due au hasard. C'était une ville secrète. Enfin, tout ce que je suis en train de vous dire, tous ceux qui sont en train de nous écouter vont dire c'est un mythomane. Tout ce qu'il est en train de dire, ça ne peut pas être vrai. Non, mais je vous assure que ils vont penser, mais c'est pas possible ce qu'il est en train de nous raconter. Moi, j'y suis à fond. Moi, je vous suis là. Mais si vous allez sur Google, vous tapez Dnepropetrovsk, la ville qui s'appelle maintenant Dnepro, Dnepro, D-N-I-P-R-O. C'était une ville secrète. C'est là où ils ont construit la station Mir dans cette ville, la station qui est dans l'espace, les fusées, les tanks. En fait, il y a un centre militaire spatial, un truc comme ça. Et Gorbatchev voulait démontrer aux États-Unis et à l'Occident comme quoi il n'y aura plus de villes secrètes. Et donc, il fallait envoyer un étranger pour faire ses études là-bas, dans cette ville-là, mais un étranger de confiance. Vous. Comme par hasard. Vous, en fait. Hasard. Et donc, ils m'ont habillé en jean, veste en jean. Moi, je ne mettais pas autant de jeans, un bandana rouge, pantalon de jean, des bottes, comment on les appelle, les... Doc Martens? Non, les trucs de cowboy, les Santiago. Ouais, Santiago. Ah ouais. J'arrive, mon train, 3 fois, il recule, il revient, parce qu'il y avait un orchestre avec l'hymne national soviétique et une délégation qui m'attendait. Je devais à chaque fois sortir du train, faire coucou. Et comme à l'époque, donc le matériel, il était fixe, les gens ne portaient pas encore les caméras, on devait par 3 axes différents me prendre par devant, par là et par là-bas. Donc 3 fois, mon train a fait son arrivée. Et qui était à la gare en train de m'attendre? Le gouverneur, le maire, le président de cette fameuse usine et le président de la télévision qui filmait. Eh bien, ces 4 personnages sont devenus pour moi les personnages clés, puisque le président de la télévision devient le président de CSA plus tard. Le directeur de l'usine devient président de l'Ukraine. Wow. Le gouverneur, premier ministre, et le maire devient aussi premier ministre. Ah ouais, d'accord, ok. Après, il y a eu la Tymoshenko, la fameuse blonde, qui est aussi de Dnepropetrovsk. Et vous devenez Omar Harfouch? Alors, moi, j'étais pas... D'abord, dans la vie là-bas, je deviens Omar Harfouch, parce que j'étais le seul étranger. Ils voulaient tous me voir, tous me toucher. Même les soviétiques n'avaient pas le droit, les habitants de l'Union soviétique n'avaient pas le droit d'aller là-bas. Et eux, quand ils veulent aller, par exemple, à Kharkov, à Kiev ou ailleurs, ou à Moscou, ils devaient avoir l'autorisation, un visa de sortie. Et j'étais le seul autorisé à avoir du dollar, parce que étranger. Et donc, j'ai commencé à faire du business avec eux. Et ils n'ont pas le droit ils peuvent faire du business, mais ils n'ont pas le droit de toucher l'argent. C'était illégal. Le capitalisme était illégal. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des business avec eux. Je vais maintenant raccourcir le récit parce qu'il est très long. En 92, j'ai été nommé l'homme d'affaires de la ville de Dnepropetrovsk, celui qui a emmené le plus de devises à la ville elle-même. Wow. Et après, donc, Kuchma devient premier président de l'Ukraine indépendant. Et il me dit, comment je peux te remercier? J'aurais pu évidemment dire le gaz, le pétrole, mais je ne suis pas un homme d'affaires et je n'ai pas dit ça, on était nombreux. Tous ceux qui ont choisi ces choses-là sont devenus milliardaires. Moi, j'ai dit, je veux faire une radio FM. On tous regardé comme ça. Pourquoi vous aviez Parce que j'avais une radio à Tripoli. Ouais. Et nous, c'était vraiment les médias. Voilà. Vous aimez bien, quoi. Ça, c'est quelque chose que je savais faire. D'accord. Et quand j'étais à l'Académie diplomatique, j'étais venu à Paris en mission. Et j'ai écouté une radio qui s'appelait Radio Nova. Et j'ai halluciné, j'ai dit waouh, la musique, c'était vraiment la musique de la planète entière, parfois une chanson africaine, une autre indienne, le reggae et tout ça. Et j'étais fou de cette radio. Et je me suis dit, il faut un jour que je fasse cette radio quelque part. Et donc, j'ai fait Supernova en Ukraine, qui a
créé donc ce groupe avec mon frère qui nous a rendus riches. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé la bande FM, quand j'ai demandé une radio FM, la bande FM était exclusivement pour l'armée et le KGB. Les gens n'avaient pas de récepteur. Il y avait 3 radios AM. Radio Mayak, en fait, les 3 radios de Moscou. Donc, quand je l'ai prise, je ne pouvais même pas émettre parce que les gens ne peuvent pas recevoir. C'est après que c'est venu. Mais ce qu'eux, ils ne savaient pas, moi non plus, c'est qu'on m'avait donné toute la bande FM. Ah, waouh! Voilà, FM Omar Harfouch. C'est énorme. Et donc, à chaque fois que quelqu'un Parce qu'il n'y en avait qu'une, en fait. Il n'y avait qu'une radio, c'est ça? La mienne. Non, sur FM, il n'y avait rien. Les fréquences étaient utilisées pour l'armée. Voilà. Mais il n'y avait pas une radio, musique ou... Ouais, ok. Parce que les gens chez eux, en fait, juste pour vous dire, il y avait une radio dans chaque maison. C'est-à-dire quand vous louez un appartement, il y a une radio accrochée au mur dans la cuisine. D'accord. Cette radio, que vous le voulez ou pas, elle vous donne l'heure. Tit, tit, tit. Moscou parle, il est 14h. Moscou, pardon. À chaque fois, on avait l'heure de Moscou, de Kremlin. Avec, après, les sons de ce qu'on entend aujourd'hui sur la place rouge. Et donc... on peut changer 1, 2, 3 et c'est tout. On peut baisser parfois le son, mais l'alarme de l'heure, il se déclenche automatiquement. Et donc, quand les autres voulaient, quand l'Ukraine est devenue un pays donc normal, capitaliste, ceux qui voulaient avoir une radio, aujourd'hui toute la bande FM est occupée, quand ils voulaient avoir la fréquence, le CSA disait il faut voir avec les frères Harfouch. Wow. Et quand les Américains voulaient avoir Sound of America, Voice of America, ils sont venus nous voir et nous ont donné plusieurs millions. Et on est devenus millionnaires à 24 ans, mon frère et moi, grâce aux USA. Énorme. Oui. Ah oui, vous vendiez, en fait, si je fais un parallèle avec le premier business des immeubles de l'État, vous vendiez quelque chose qui appartenait à l'État, mais vous le vendiez, quoi. Oui, mais là, il était à moi. Mais ce qu'on appelle les oligarques, ils ont pris la richesse de l'État. Et l'État, il disait, voilà, par exemple, on a une usine une mine d'or en Alaska. Non, pardon, pas en Alaska, c'est américain. En Sibérie, pardon. Ouais. Il y a beaucoup de mines d'or aussi en Alaska. Et donc, elle est en ruine. Qui paye? Qui peut la prendre en charge? Par exemple, un homme d'affaires, il dit, voilà, je la prends à $1000, mais après, il doit payer les 40 000 employés et tout ça. Mais tout ce qui est dans le sol, c'est devenu à lui et pas à l'État. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'ils sont riches. Parce qu'ils ont le pétrole, ils ont les richesses naturelles. Et nous, on n'a pris que la radio. Et donc, on est devenu millionnaire et pas milliardaire. Mais de toute façon, aujourd'hui encore, je vous dis, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne sais pas faire des affaires. Je n'ai jamais fait ni business plan, ni rien. La seule chose que je sais faire, c'est saisir des opportunités. Voilà. Et prendre quelque chose qui vaut rien et le rendre vraiment très cher. Et après la radio, on a commencé à faire la presse. Donc, on a créé le premier magazine Paparazzi, qui était l'équivalent de Voici et la presse sérieuse, parce qu'on faisait des couvertures qui faisaient tomber des gouvernements. Et en même temps, il y avait les trucs people, etc. Donc, c'était un mélange de tout. Mais je vous assure que les couvertures, tout le monde les craignait. Il y avait même des gens très riches qui nous disaient, on est prêt à payer pour pas que vous parliez de nous. Évidemment, on prenait rien. Parce que nous, on vendait tout. Tout ce qu'on imprimait, on le vendait à 1 €, l'équivalent de 1 €. Et tout le monde attendait ce magazine. Et tout le monde avait peur. Et c'est grâce d'ailleurs à nos enquêtes qu'on a fait découvrir aux Ukrainiens que la révolution orange n'en était pas, que le fils de Yushchenko à l'époque, celui qui avait les boutons, qu'il avait 18 ans, il avait d'un jour à l'autre 180 millions sur son compte à l'étranger, que Yushchenko, c'est pas la Russie qui l'a empoisonné, mais c'est lui-même avec son équipe pour se victimiser. Donc, vous aviez vraiment un organe important, quoi. Très important. J'ai oublié de vous dire, parce que là vous allez comprendre aussi mon rapport avec la France, que quand j'ai créé la radio Supernova, j'ai signé très rapidement, grâce à l'ambassade de France à Kiev, un accord avec Radio France Internationale, RFI, et j'étais devenu le relais de RFI en Ukraine. Et par ce titre, j'étais protégé, disons, un petit peu, parce que c'est le rayonnement de la langue française et tout ça. Je suis dans le système, disons, de la diplomatie française à l'étranger, et on était vraiment...
On a beaucoup travaillé pour la France avec mon frère. On les a aidés aussi à trouver l'immeuble là où il y a eu l'ambassade, qui est aujourd'hui encore, on connaissait tous les ambassadeurs. Tous les ambassadeurs nous écoutaient parce que RFI, même en russe, nous donnait gratuitement, évidemment, les journaux télé, les informations, news en russe, en anglais, en français et en arabe. En fait, en arabe, il n'y a que mon frère et moi qui comprenaient l'arabe, mais on l'a quand même mis dans la foulée. Et juste pour la parenthèse, on était les seuls étrangers, mon frère et moi, pendant toute cette époque. Parce qu'après la dissolution de l'Union soviétique, les étrangers, ils sont partis, parce que c'était invivable. Et donc, évidemment, que nous, on est restés fidèles, on n'a jamais trahi personne, on n'a jamais fait quelque chose contre la loi, mais vraiment jamais. En Ukraine, par exemple, je n'ai jamais eu de procès. Je n'ai jamais, même avec le magazine, alors qu'on sortait des scandales, personne n'a jamais déposé plainte contre nous, parce qu'on avait toujours la vérité, ce qu'on mettait en photo et en document. Évidemment, ils nous menaçaient de mort. Ils ont fait une fois, le fils de Yushchenko a fait exploser, on avait une Bentley toute neuve, et en fait, en plus, on habitait en face de lui. Et il a jeté un cocktail Molotov dedans parce qu'il était jeune, lui, comme un fils de Dieu, tout était permis et tout ça. Mais sinon, on a cartonné avec ça pendant des années. Et après, on a fait des émissions de télévision. J'étais importateur de catalogues AB Productions, comme Hélène et les garçons. Hélène et Ribata, c'était vraiment la série que toute l'Union soviétique regardait. Wow. J'ai acheté, par exemple, l'épisode à $100. Je le revendais à 1000, par exemple. Ce n'est pas vraiment $100, mais pour vous donner une idée. Hélène et les garçons, Premier baiser, Les filles d'à côté. Après, j'ai acheté le catalogue Navarro avec le catalogue Hamster avec Navarro et d'autres. Après, la SFP a signé un contrat, là, ils nous donnaient gratuitement toute la production française, films, séries, documentaires. Parce que dans leur intérêt, c'est que les Ukrainiens, qui sont 50 millions d'Ukrainiens, de regarder le maximum de films en français et qui parlent de la France. Waouh. Voilà. Ok, donc c'est médias, télé, enfin médias au sens large, quoi. Voilà. Et il y a eu d'autres activités après ça où on a fait du consulting, c'est quand même une branche très importante. Admettons, par exemple, vous êtes ukrainienne, vous voulez faire, admettons, votre émission à Kiev. Vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne connaissez pas les lois. Vous venez nous voir, nous, on vous fait tout de A à Z. Et on vous donne vraiment tout clé en main. Vous êtes protégés, les avocats et tout. Et personne, puisque vous venez avec les frères Arfouche, personne ne viendra vous embêter. Parce qu'en Ukraine, encore aujourd'hui, tout le monde embête tout le monde. Ils font ce qu'on appelle le racket. Même l'État fait du racket. À chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, tous ceux qui sont riches, ils doivent repayer au nouveau président et à son équipe. Et donc, avec nous, vous risquez rien. Mais on a aidé quand même des sociétés comme peut-être Rapac, j'ai donné l'exemple de l'émission, mais là, du coup, c'était pas que les médias. Toutes sortes de lobbying. Ouais, donc conseil aussi, même en business, en développement, en business, en communication, en tout, quoi. En tout. Communication, on peut, par exemple, même les campagnes électorales. On a travaillé beaucoup sur les campagnes électorales. La dernière en date, mon frère, il a travaillé sur la campagne électorale de Zelensky, avec lequel il est copain. Toute l'équipe de sa femme, ils ont été recrutés par mon frère, que ce soit la styliste, l'attaché de presse et tout ça. Mon frère, il a dirigé la télévision nationale ukrainienne, l'équivalent de France Télévisions. C'est-à-dire, il a été nommé et validé par le gouvernement. En fait, c'est toute une vie là-bas. Et donc, mais jamais export-import, jamais, voilà, ni restaurant. Pas de marchandises, quoi. Non, on sait pas faire. Ouais, d'accord. Ouais. Et votre frère, il est plus discret que vous dans les médias? En Ukraine, non. Non, ok. Il est très célèbre, il est beaucoup plus célèbre que moi en Ukraine, oui. Il était une personnalité publique. Quand il s'est converti à l'orthodoxie, c'est-à-dire au christianisme, comme c'était la première fois depuis l'époque turque qu'un musulman se convertit, c'était un événement national, c'est passé aux journaux télévisés, c'était le patriarche en personne qui a fait la cérémonie. Mon frère, il était emmené dans un endroit, il n'y a que les initiés qui ont le droit de voir. Donc voilà, donc on était... mon frère, il est discret... depuis en fait qu'il a commencé à travailler avec Zelensky, il est devenu discret, mais il n'était pas avant.
Et puis moi, en tant que compositeur, j'ai composé quand même des chansons qui ont cartonné pour les meilleurs chanteurs. Non, mais après, en tant qu'homme d'affaires, vous n'aimez pas qu'on vous appelle comme ça, évidemment, mais c'est aussi une stratégie de communiquer sur soi-même et sur son personnage et sur sa personne pour se faire connaître et Alors, avoir une mauvais pour les crédibilité affaires. aussi. Non, la notoriété était très mauvaise pour les affaires parce que les gens, ils ont peur. Ouais. Sauf ceux avec lesquels tu as l'habitude de travailler depuis très longtemps. Ils savent que tu sais faire la part des choses. Ok. Mais par exemple, quand ils me voient, ils arrivent par exemple des étrangers. Ils sont là, ils me voient en affiche pour un concert pop. Ouais. Alors que moi, je dois emmener un projet d'une nouvelle loi et vote au Parlement et tout ça. Ils doutent. Ils disent, mais est-ce qu'il est vraiment... par exemple, la majorité des gens qui m'ont vu au théâtre en train de jouer de la vraie musique classique, la majorité des Français m'ont vu dans une émission de télé-réalité. Donc, ils pensent quoi de moi? Ils pensent que je suis un Massimo Gargia ou parce que c'est un ami, je peux donner l'exemple pour pas que quelqu'un d'autre soit vexé, lui il sera pas vexé. Donc, ils pensaient pas que même j'étais une fois dans une émission chez Ruquier à l'époque quand il était sur France 2, il a mis un piano pour me mettre en difficulté parce qu'il pensait que je n'étais pas pianiste. Ouais, d'accord. Et il dit, on va voir maintenant si Omar Harfouch sait vraiment jouer au piano ou pas. C'était en 2006. Mais parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on a enfin, en tout cas, de moins en moins, mais il y a un problème aussi avec les personnes qui touchent un peu à tout et qui font à la fois, et qui sont attirées à la fois par les médias, etc. Vous avez fait cette émission, mais à la fois, vous êtes pianiste de renom et vous êtes homme d'affaires. Les gens, ils aiment que les gens ils soient dans des cases, en fait. J'ai l'impression en France, quoi. Or, les pianistes et les musiciens sont tellement rigoureux c'est ça. qu'ils ne peuvent que l'être dans les affaires. Prenez l'exemple de Bernard Arnault. Ouais. Il est pianiste. Oui, il est pianiste, bien sûr. Il est très bon pianiste. Et regardez l'empire qu'il a réussi à construire. Je suis certain que quand il fait une acquisition, pour lui, c'est soit une nocturne, soit une sérénade. Il avance en faisant les affaires, en pensant au tempo, en pensant au quand est-ce qu'il faut faire en pianissimo, quand est-ce qu'il faut faire en forte et tout ça. Ces nuances, il n'y a que les musiciens qui les comprennent. Il y a énormément de musiciens qui sont dans la politique. Actuellement, le Premier ministre britannique, j'ai oublié comment il s'appelle, il est musicien. Il est musicien professionnel. Michel Blanc, qui est mort il y a quelques jours, il est pianiste. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont pianistes. Louis de Funès était pianiste. D'ailleurs, il faisait que du piano. On ne se rend pas compte du nombre de musiciens qui ont abandonné la musique. La différence, c'est que moi, j'ai toujours fait du piano. Et parce que moi, je suis pianiste, donc les autres choses, je le fais entre un concert et un deuxième concert. Non, mais c'est pour vous dire que la notoriété n'est pas bonne pour les affaires. Plus vous êtes discrète, mieux c'est. Mais moi, pourquoi j'ai choisi la notoriété? C'est pas parce que je m'aime ou parce que par mégalomanie. C'est parce que j'ai toujours été jugé sur le fait que je suis né au Liban. On me disait qu'il ne peut pas, par exemple, surtout les Français, Liban, ça veut dire escroc. Pour eux, il n'y a pas... je le dis cash. Ouais. Donc, la seule chose maintenant, la seule différence, c'est qu'on dit c'est Omar Harfouch. Donc, on s'en fout maintenant s'il est né au Liban ou il n'est pas né au Liban. On sait que c'est un mec sérieux, mais c'est 30 ans après. En fait, vous vouliez dépasser le racisme, quoi. C'était le seul moyen. Dans tout ce que j'ai fait, sauf en Ukraine, mais en Europe occidentale et surtout en France, on m'a toujours reproché le fait d'être né au Liban. Ça veut dire que c'est louche déjà. Regardez même pour mon concert de Théâtre des Champs-Élysées, il y a eu des articles, il y a eu comme une campagne de déstabilisation avant mon concert. Ouais, j'ai vu. Et ces journalistes n'ont jamais... J'ai proposé, j'ai dit, venez à mes répétitions. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus non plus au concert. Ils voulaient juste se faire le Libanais. Ouais, d'accord. Et donc, il n'y a pas d'autres raisons. Parce que si je m'appelais Jean-Jacques Rousseau, pour ne pas dire Goldman, je n'aurais pas eu le même traitement. Mais je ne le dis pas en me victimisant. C'est comme ça, de toute façon. Si je n'avais pas été né au Liban, peut-être je ne serais pas le pianiste que je suis aujourd'hui. Donc, je ne suis pas victime du fait que je suis né au Liban. Évidemment, j'aurais préféré naître ailleurs, par exemple à Portofino. Pourquoi pas Portofino, ouais, ça aurait été sympa, ça. Oui, voilà. Et ça aurait été magnifique. Pianiste de Portofino ou Mario, par exemple, c'est wonderful, non? Grave. Mais c'est comme ça. Et donc, je voulais juste qu'on arrête de me poser des questions ou qu'on me juge sur le fait que je suis né au Liban. En plus, faire fortune en Ukraine, c'est nécessairement louche. C'est tout de suite la mafia, c'est la criminalité, etc. Et donc, les gens ne peuvent pas concevoir
Un Français ordinaire que lui, il galère pour trouver du boulot, ou parce qu'il a un boulot qu'il déteste, il ne peut pas accepter devant sa femme, par exemple, qui lui dit « Oui, mais tu ne gagnes pas assez d'argent. » Tu regardes Omar Hafouj. Ah, mais Omar Hafouj, il est dans l'illégalité. Forcément, il est né au Liban, il vient d'Ukraine. Ouais. Donc, il va dire ça à sa femme. Ça le rassure. Et sa femme dit « Oui, bon, quand même. » Mais je ne suis pas en train d'inventer. Alors qu'en réalité, vous avez eu des procès, mais c'était plus des procès, comme on l'a dit, en diffamation, sur des propos, sur des choses, mais jamais en affaires ou en trucs comme ça, en fait. Moi, j'ai déposé plainte quand j'ai été diffamé, parce que j'ai toujours estimé que si je ne dépose pas plainte, c'est comme si c'était vrai. Ouais. Et j'avais besoin de gagner ces procès, même si ça prenait à chaque fois 3 ans, pour pouvoir aller plus loin. Parce que sinon, il y avait toujours des malins qui disaient « Regardez ce qu'ils ont écrit sur lui ». Et donc, j'ai fait des procès partout là où il y avait de la diffamation, peu importe quel pays. Et là, par exemple, dans la campagne de déstabilisation autour du Concerto pour la paix, il y a un article dans Le Monde, je crois, et en fait, franchement, il y a rien. Il y a rien dans l'article, mais c'est ça, il y a rien, c'est ça qui est fou. Mais il met en doute. Il y a juste un truc sur une proximité avec des personnes d'extrême droite. Voilà. Mais ça, bon, je pense qu'ils ont été raclés les fonds de tiroir pour essayer de trouver un truc. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand on dit ça, Le même journaliste a contacté tous ceux qui n'étaient pas de l'extrême droite, comme François Hollande, qui allait venir, Manuel Valls qui allait venir, et même il a appelé le président de CRIF, le grand rabbin, Marek Alter. Il les conseillait de ne pas aller à mon concert parce qu'il va y avoir un scandale après son article. Le journaliste. Le journaliste lui-même. Et donc, lui, il voulait m'abattre. Mais déjà, ce qu'il me disait au téléphone, j'ai dit, mais attendez, mais vous imaginez quoi? Il a inventé des trucs. Parce que lui, pour lui, un Libanais qui avait fortuné en Ukraine, certainement, à un moment donné, il était lié à une affaire louche. Et ce n'est pas mon cas. Et donc, finalement, il n'y a rien. Et en plus, l'article il est sorti 5 jours avant le concert. Ça n'a pas gêné mon concert. Ouais. Et que Manuel Valls n'est pas venu, ça a arrangé la situation de ma violoniste Anne Gravin, parce qu'elle était mariée avec lui et qu'elle me dit comment je vais jouer alors qu'il est dans la salle. Ah ouais. On était soulagés, on l'a lu dans Le Monde qu'il ne vient pas. Donc voilà. Aussi, l'article, en fait, il dit voilà que je suis proche de milieu extrême droite, mais est-ce qu'il y avait dans la salle, sur les 1700 personnes, des gens de l'extrême droite? Il n'y en avait pas. Et donc, si j'étais proche de l'extrême droite, il serait aussi invité. Il y avait Robert Ménard, quoi. Mais Robert Ménard, sa femme a été battue par l'extrême droite là dans les dernières élections à Béziers. Elle a perdu contre le candidat de l'extrême droite, de Marine Le Pen. Et puisque vous parlez de Robert Ménard, moi, franchement, aujourd'hui, la guerre qui se font les Français entre eux. Ah, toi, tu es de gauche, extrême gauche, donc tu es antisémite. Toi, tu es à droite, extrême droite, donc tu es nazi. Ouais. Mais pour moi, Libanais, que Robert Ménard soit aussi gentil avec moi, qu'il me propose de faire la première mondiale de Concerto pour la paix dans la ville de Béziers. Il m'offre le théâtre avec l'orchestre. Moi, je vais dire, mais tes convictions sont un petit peu à droite. Je veux dire, je suis flatté, j'en reviens pas que quelqu'un d'aussi important en France soit aussi gentil, aussi généreux avec moi. Parce que c'est l'orchestre de Béziers. Donc il vous le prête, entre guillemets, enfin pas le prêter, mais vous jouez avec, quoi. Tout simplement, je veux dire, parce que pour pas que ça soit un mystère non plus. J'ai composé le Concerto pour la paix, mais je ne l'avais pas entendu. Okay. J'étais avec Robert Ménard, qui est mon ami depuis quand il était à Reporters sans frontières. Il dit, voilà, j'ai ce petit problème, je cherche en ce moment un orchestre, mais dans une discussion, pour voir ce que ça donne en vrai, le concerto. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais parler au directeur de conservatoire, et je vais voir parce qu'il n'est pas expert en musique classique, Robert Ménard. Je reçois un mail de Mathieu Bonin, que je ne connaissais pas. Il me dit, voilà, je suis le chef d'orchestre, vous pouvez m'envoyer votre... Mais vraiment, il ne croyait pas que je peux composer quoi que ce soit. Vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, votre œuvre, je vais la regarder. 1 semaine, 2 semaines après, il me dit, excusez-moi d'être en retard, j'ai encore la correspondance. Il me dit, j'avais un marathon, parce qu'il est marathonien, mais là, j'ai vu votre partition, elle me plaît tellement, je voulais vous demander l'autorisation de la programmer dans le prochain concert en mars.
on va jouer Mendelssohn, le concerto pour violon et orchestre, et votre concerto. J'ai dit, moi, programmer Incroyable. En même temps que Mendelssohn, j'ai dit, certainement, je n'y croyais pas. J'appelle Robert, j'ai dit, Robert, j'espère que c'est pas toi. Il me dit, absolument pas. D'ailleurs, ils s'entendaient pas du tout bien avec Mathieu. Ok. Maintenant, ils s'entendent bien. Je vous dis vraiment les choses en toute transparence. Ouais, grave. Donc, je fais le voyage à Béziers pour rencontrer Mathieu. On se parle. Mathieu est quelqu'un qui n'est pas... Moi, je suis très tactile. Lui, il l'est pas. Moi, je parle beaucoup. Lui, il parle beaucoup moins. Et donc, il m'a dit, l'œuvre me plaît. Trop bien. Vous voulez jouer vous-même le piano ou vous voulez qu'on trouve un pianiste? Je dis, moi, je vais jouer. On a commencé à répéter. J'ai joué là-bas. Guichet, c'est-à-dire on a vendu toutes les places une semaine avant. Moi, j'avais peur. Est-ce que les gens vont venir ou pas venir? Et suite à ce concert-là, je me suis dit, je peux aller plus loin avec ce concerto. Et donc, de l'époque, de mars dernier, j'ai commencé à chercher un théâtre pour jouer encore plus grand. Il n'y a pas eu l'extrême droite dans nos conversations. Oui, bien sûr. Ouais. On n'a parlé que de musique classique. Et depuis Robert Ménard, non seulement il s'intéresse à la musique classique, mais il a commencé à comprendre, et il me l'a dit, il m'a dit, maintenant je comprends que la musique classique et la culture, c'est quelque chose de très important. La ville a racheté un petit théâtre, ils sont en train de le renouveler, il est magnifique. Et il s'intéresse beaucoup maintenant, il est devenu ami avec Mathieu Bonin, ils déjeunent ensemble et tout ça, il connaît maintenant tous les musiciens de la ville, tous les profs, il connaît même les étudiants, puisque nous on a fait avant le concert, pendant la journée, on a invité tous les étudiants de conservatoire pour nous regarder en train de répéter. Et puis moi j'ai emmené 7 orchestres avec moi à Paris. Le noyau de l'orchestre de Béziers était petit en réalité, parce que là on a rajouté... on était 100 musiciens, alors qu'à Béziers, on était 23. Et là, c'était un énorme orchestre. Les musiciens sont venus de toute la France. Mais c'est Mathieu Bonin qui a recruté tous les musiciens. Et j'ai rajouté l'été dernier le chœur avec 33 chanteurs qui n'existaient pas à l'époque quand je les jouais à Béziers. Donc moi, quand on me reproche mon amitié ou voilà, que moi j'ai des fréquentations d'extrême droite, voilà ma fréquentation. Okay. Est-ce que ça s'appelle de l'extrême droite? Moi, d'abord, il a rendu service à tous ces musiciens, évidemment à moi, et grâce à ça, on a vu ce concert qui est magnifique dans une période trouble. Et évidemment, quand il est venu, Robert, au concert, il a vu le nombre de stars qui étaient présents, franchement, tout le théâtre était, vous regardez à droite et à gauche, il n'y avait que des gens connus. Et aussi l'intérêt que la ville de Paris a eu pour ce concert. Et quand il voyait sur les affiches l'orchestre de Béziers, pour lui, pour sa ville, c'était fantastique. Ouais, c'est clair. Il a fait le bon choix en mars quand il a proposé de venir jouer. Et je termine par quelque chose. Si Robert Ménard est extrême droite et son ami est Omar Afouche, musulman sunnite, il doit se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment de l'extrême droite ou pas? C'est vrai. Et vous, en 2022, vous vous êtes présenté aux élections législatives au Liban en créant un mouvement, je cite, qui s'appelle la Troisième République du Liban, qui prônait une refonte du système politique libanais vers un modèle laïque et en rupture avec le confessionnalisme qui domine la politique du pays. J'ai envie de vous demander, Omar, qu'est-ce qui se passe au Liban en ce moment? En fait, moi, j'ai quitté le Liban, j'avais 17 ans. Okay. Et donc, je ne connaissais pas vraiment le Liban, je connaissais que la ville de Tripoli, puisque le Liban était en guerre civile. Donc, on ne pouvait pas aller à Beyrouth ou voyager ailleurs, parce qu'il y avait des checkpoints, des barrages entre Libanais qui s'entretuaient entre musulmans et chrétiens, sunnites, chiites, orthodoxes et maronites et tout ça. En fait, c'était ça la vie quotidienne. Et donc, je suis parti de Damas, de la Syrie, qui était en paix à cette époque-là, pour aller à Moscou suite à un concours de piano que j'ai gagné. J'étais lauréat d'un concours de piano organisé par Gorbatchev de l'Union soviétique. Ouais. Donc, ce que je connaissais du Liban, c'était uniquement cette ville, et qui m'inspire d'ailleurs beaucoup aujourd'hui encore. Et j'ai fait mon retour au Liban pratiquement en 2020, 2022, 21, 22, suite à la crise d'abord écologique au Liban. Il y avait un problème de déchets. Et quand je suis arrivé là-bas, je sors de l'avion, ça sentait les déchets. Okay. En fait, encore aujourd'hui, bon là, il y a des bombardements, mais vous sortez de l'aéroport, de l'avion Air France à Beyrouth, la première chose que vous sentez, c'est l'odeur des poubelles. Okay. Et donc, j'ai cru que les Libanais, en fait, ils ne savaient pas comment faire. Et je me suis senti
dans l'obligation de les aider. Et donc, j'organise des colloques au niveau international pour aider Tripoli, parce que Tripoli, c'est la ville qui en souffre le plus. Il y a un centre de déchets qui est plus haut que les pyramides de Gizeh en Égypte. Et ça sent en fait tout le temps mauvais, les gens tombent malades, le cancer ou autre. Et donc j'avais organisé avec une sénatrice française, Nathalie Goulet, des colloques et des conférences au Sénat. Après on a invité l'ONU, on a fait un voyage avec 13 les plus grandes personnalités responsables de l'écologie dans le monde. Par exemple, il y avait Isabelle, là j'ai oublié son nom de famille. C'est elle qui décide le niveau de pollution dans le monde. On est resté 7 jours au Liban et puis on a proposé avec l'ONU un projet pour régler définitivement le problème des déchets et rendre les déchets même utiles en faisant de l'électricité, des engrais et tout ça. Je trouvais que c'était génial. Personne n'avait à payer quoi que ce soit. Et du coup, je découvre en fait, on commence à me faire la guerre là-bas en disant... au début, c'était très bien parce que j'ai fait un concert de piano. Les Libanais me connaissent comme pianiste. Ils me connaissaient comme pianiste, maintenant comme en politique. Et donc, ils ont refusé. Et je cherchais à comprendre pourquoi. Et en fait, je découvre que les déchets faisaient partie d'un énorme système de corruption et que les familles régnantes depuis la guerre civile au Liban se partagent toutes les ressources, se partagent les aides qui viennent de l'étranger, se partagent tout l'argent qui arrive au Liban, même l'argent des banques entre eux. Et les Libanais s'enfonçaient dans une misère totale. Et après, il y a eu évidemment la crise bancaire. Et donc, le problème écologique a fait que je me suis engagé dans l'écologie, alors que moi, je n'étais même pas... je ne m'intéressais pas du tout à ça. Maintenant, je suis devenu un spécialiste tellement j'ai fait des conférences, j'ai participé à des conférences. J'ai lancé même en Arabie Saoudite le pèlerinage zéro plastique. C'est un projet qui marche toujours très bien. Ah waouh, pour aller à la Mecque sans... Oui, les pèlerins n'ont plus, à partir de 2025, le droit d'utiliser du plastique pendant tout le pèlerinage. C'est des millions de musulmans qui vont là-bas. Et l'eau sacrée, parce qu'il y a l'eau de Zamzam qui est sacrée, donc tout le monde repart avec ses bouteilles à l'étranger. Donc ça sera dans des bouteilles biodégradables. Donc ça, c'était mon projet. J'ai fait à l'époque une conférence de presse avec le gouverneur de la Mecque, qui est le frère du roi actuel. Et puis on a lancé le projet pèlerinage au Hajj zéro plastique. Ça, c'est mon projet. Pour vous dire que quand même, je suis allé au maximum dans ça. Grave. Sans aucune connaissance sur l'écologie. Donc après, je découvre le problème de la corruption et il y a eu la crise des banques et donc je m'intéresse aussi à ça. Je dis quand même, c'est mes compatriotes, pourquoi nous les Libanais à l'étranger, on est les meilleurs médecins, meilleurs architectes, même il y a des Libanais qui sont devenus chefs d'État dans je ne sais pas comment des pays. En France, on connaît beaucoup de Libanais qui ont réussi dans la musique, dans la littérature, dans l'art, la médecine, la science, dans tous les domaines. Et évidemment, la gastronomie. Le seul chef étoilé d'origine, de Moyen-Orient, même d'origine arabe, est libanais, Alain Guénam. Il n'y a qu'un seul qui a une étoile, et c'est lui. D'ailleurs, il vient de Tripoli, de ma ville aussi. Waouh. Voilà. Et donc je découvre, grâce à l'aide d'une... super juge qui est la procureure générale du Mont Liban, Radaon, elle me fait découvrir comment le Liban s'est appauvri et comment la population s'est retrouvée sans rien et pourquoi la livre libanaise a chuté. Et donc en fait c'était tout simplement les propriétaires, les directeurs des banques avec l'aide politique, c'est-à-dire les familles régnantes, ils ont volé l'argent des épargnants. C'est quand, par exemple, aujourd'hui en France, on dit que, par exemple, vous avez un compte bancaire, tout le monde a un compte bancaire, on n'a plus accès à notre compte bancaire, et on découvre que c'est les propriétaires des banques, avec l'aide des ministres, de gouvernement, de chefs d'État, ont tout volé. Et donc, je m'engage dans une lutte contre la corruption. Là aussi, j'excelle, et je fais des conférences au Parlement européen, encore au Sénat en France et tout ça, et le parquet financier finit par mettre en cause donc, les responsables de la crise libanaise et il lance un mandat d'arrêt contre le gouverneur de la Banque centrale libanaise et il est aujourd'hui en prison au Liban, mais demandé par la France. Il a volé, donc c'est le gouverneur de la Banque centrale qui a volé avec les banquiers l'argent des Libanais. Ah oui, c'est un niveau de corruption qui est très très haut. 11 milliards ont été virés en 24 heures à l'étranger, c'est ce qui a causé la chute de les livres libanaises.
Et donc, j'ai fait quand même une tournée. Je suis allé jusqu'au Congrès américain. J'ai rencontré les responsables américains et tout ça. Et donc, dans la foulée, je découvre quand même que dans le système de corruption, en fait, toute l'économie libanaise, elle est basée sur la corruption. Et je découvre aussi, par exemple, le système de Hezbollah, qui était un système économique parallèle. Parce que je découvre qu'eux, ils n'étaient pas touchés par la crise bancaire, les seuls. Ils avaient encore des milliards. Et donc, je découvre que tout le système, il est basé sur le cash. Ils ont des banques à eux, là où les gens mettent l'argent en cash, ils reçoivent les salaires en cash, l'intérêt sur les prêts bancaires et tout ça, tout est en cash. Ah oui. Une économie parallèle à l'économie libanaise qui est centralisée dans la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban. Mais comment ils ont réussi à avoir des banques sur le côté comme ça qui ne sont pas dans c'est même pas des vraies banques, c'est des bureaux là où les gens, ils vont là-bas, ils donnent des sous et l'argent est gardé dans des souterrains, des trucs comme ça. J'emmène tout ce que j'apprends là-bas aux États-Unis et en Europe et effectivement, un système qui commence à se mettre en place, ce qu'on appelle Eurojust, c'est la justice européenne et américaine, pour tracer l'argent, pour savoir comment ça se passe. Et je deviens une référence dans ça, puisque d'abord, je ne suis pas au Liban, je ne suis pas lié à aucune affaire là-bas, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ouais. Et j'avais le courage de le dire et aux Libanais et à l'étranger. Donc, je nommais les gens par leur nom. Quand j'ai nommé la première fois que c'est le gouverneur de la Banque centrale qui est responsable de la chute de la livre libanaise, c'est lui qui a lui-même fait que l'argent est parti à l'étranger, lui-même avec sa famille ont profité de centaines de millions. Et les gens ils pensaient que j'avais quelque chose contre lui, mais je ne peux rien avoir contre lui puisque je ne suis pas ni en concurrence ni rien. Et puis finalement, les Libanais ont compris que j'avais raison. Et ensuite, les élections arrivent. Donc, je regarde la situation au Liban et je découvre en fait que quoi qu'on fasse, c'est toujours les mêmes qui vont revenir au Parlement. Si par exemple le père il est devenu âgé, donc c'est son fils ou son petit-fils, c'est sa femme. Si quelqu'un meurt, c'est sa femme qui prend la place et c'est un réseau de castes qui dirige le pays. Et ça, c'est quel que soit le parti, c'est le système libanais électoral. On est élu par la religion, c'est-à-dire moi, en tant que musulman sunnite, c'est que dans un quartier ou région sunnite, là où je peux me présenter, et c'est les sunnites qui votent pour moi. Et donc, étant de Liban qui est à majorité sunnite, donc je devais avoir, disons, 100 000 voix, alors que n'importe quel sunnite au sud du Liban, avec 100 voix, il devient député. Donc, il y a pas... Il y a proportionnel par rapport à la religion, quoi. À la religion, et donc pas par rapport à la faculté ou le savoir de la personne, mais uniquement par rapport au soutien religieux. Ouais. Et puis, je commençais à m'intéresser à la situation là-bas. Je découvre qu'il n'y a pas de loi. Le droit, il est aussi religieux. C'est-à-dire que, par exemple, le droit civil, qui est le régime de la vie quotidienne de tout le monde, eh ben, il n'est pas le même pour tous les Libanais. Je trouvais que c'était extrêmement choquant et que les Libanais, quand je parle avec eux de la différence entre dans le droit civil entre les religions, ils disent oui, mais on sait, mais on n'a jamais pensé que c'était aussi grave que ça. C'est-à-dire, vous avez dans le même immeuble une famille chiite, une chrétienne, une orthodoxe, une maronite, une alaouite. En fait, il y a à peu près 24 entre religions et sectes au Liban. Chacun vit selon un régime spécial. Donc, ce n'est pas la même loi. C'est comme si on est sur une autoroute, le sunnite il a le droit de rouler jusqu'à 120 km à l'heure, alors que le maronite, 20 km à l'heure, par exemple. Et donc, ce n'est pas normal. Et moi, je me suis dit, eh ben, si je me présente au Liban aux élections législatives, et ça sera un tremplin incroyable pour pouvoir parler de ces questions-là. Bien sûr. Sachant que personne ne va voter pour moi parce que ce que je dis les dérange. Mais surtout, les deux questions qui étaient pour moi très importantes, c'était le droit à la femme de donner la nationalité libanaise à ses propres enfants et son mari. Alors la femme libanaise, toute religion confondue, n'a pas le droit de donner la nationalité à ses propres enfants si le mari est étranger. Donc quand il est français, le mari, ou allemand ou américain, ça va parce qu'ils ont de la nationalité ou les passeports, comme on dit, les passeports gold. Ouais. Mais quand c'est un Égyptien ou un Syrien ou un Palestinien, eh ben, les enfants n'ont aucun papier. Et donc il y a actuellement au Liban des centaines de milliers d'enfants de mamans libanaises, de pères étrangers, qui sont nés au Liban, qui n'ont pas de papier, et on les appelle les sans-papiers. Ah ouais, d'accord.
au Liban. Ils vivent dans les quartiers comme tout le monde, mais ils n'ont aucun papier. Ils ne peuvent absolument rien faire pour avoir des papiers. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'université. Le mariage, c'est très compliqué. Évidemment, l'héritage et tout ce qui va avec. D'accord, ok. Et on rajoute à ça le problème des Palestiniens qui ont été dans des camps de réfugiés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi ils étaient là. Mais moi, je me sens responsable en tant que candidat, j'étais candidat à l'époque, de leur donner des papiers puisqu'ils vivent dans des ghettos. Là, ils n'ont pas le droit de sortir depuis maintenant 4 générations. Il y a la 4e génération de Palestiniens nés à côté de Tripoli, mais c'est partout au Liban. Il y a plusieurs camps de Palestiniens. Ils n'ont pas le droit à l'eau potable, ni à la médecine, ni aux médicaments, ni à l'école, à rien du tout. Et ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Par exemple, les ghettos juifs en Europe, toute l'histoire, même la période la plus sombre de rapport Europe-Juif qu'ils ont vécu ici, dans le ghetto, les Juifs avaient le droit de sortir à 7h du matin, revenir à 7h du soir, à 19h. Ils avaient le droit de faire des études, de devenir médecin, musicien. Les Palestiniens au Liban n'ont pas le droit de sortir tout court de là-bas. Donc, je suis obligé de donner l'exemple pour faire le parallèle. Bien sûr. Et donc, moi, évidemment, dans tous mes discours à Tripoli, je parlais de droit à la maternité, de droit au divorce, de droit aux Palestiniens. Évidemment, ce sont des gens qui n'ont même pas de papier pour voter. Donc, je ne m'adressais pas à ceux qui votaient. La 3e question qui a fait le plus de problèmes, c'est j'ai oublié le terme, mais les homosexuels au Liban sont jugés par le tribunal militaire la dépénalisation de l'homosexualité. Donc déjà, l'homosexualité est un crime et ils sont jugés par le tribunal militaire et non pas même pas par le tribunal. Donc, déjà, c'est grave que l'homosexualité soit un crime et encore qu'elle soit jugée par des militaires, là où vous n'avez pas le droit de vous défendre, puisque la justice militaire, elle se réunit, elle prend une décision, et vous la prenez après coup, et puis ils sont jetés en prison. Et donc, parlant de ça, là, c'était la chose la plus grave, ce qui m'a valu plusieurs fatwas contre moi. Ils ont considéré que j'étais homosexuel, ils voulaient que je me défende sur ça. J'ai dit, pourquoi moi je dois me défendre, que je sois hétéro ou pas? Parce que pour moi, ce n'est pas un crime d'être homosexuel, donc je ne veux pas me prononcer sur ça. Donc pendant une certaine période, ils pensaient que j'étais vraiment homosexuel, et donc ils ont lancé des fatwas contre moi tous les vendredis. Vous avez pris le risque d'émettre une ambiguïté un petit peu pour défendre justement cette cause, quoi. Je pensais que c'était la meilleure façon de dire à quel point je trouvais que c'était pas illégal. Et évidemment, après, ils ont dit que si voter pour lui, c'est le mariage pour tous et tout ça, alors que je n'ai jamais parlé de mariage pour tous, je ne me suis jamais prononcé sur ça. Je voulais tout simplement qu'on ne juge pas les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels. Et donc, évidemment, je savais que je ne serais jamais élu. Je l'ai dit dans toutes mes interviews que j'avais zéro chance d'être élu, mais j'ai foutu un bordel pas possible. Ah ouais, c'est énorme. Que ce soit sur les antennes des radios ou à la télévision, et j'étais celui qui faisait le plus d'émissions de télé parce que ce n'était pas habituel de voir un candidat se battre pour rien, parce que rien n'allait changer de toute façon là-bas. Et évidemment, j'avais beaucoup d'ennemis. Alors, les banquiers étaient contre moi, les médias qui sont financés par les banques, il y en a énormément, ils étaient contre moi. Les hétéros qui détestaient les homophobes, on va dire, contre moi, les islamistes, l'Église. Je sentais quand même que je faisais bouger un petit peu les lignes. Et puis, évidemment, pour les homosexuels, prendre un risque à leur place. Parce que moi, j'ai dit que... parce qu'il y en a un qui m'a dit, oui, s'il y a un homosexuel ici, dans une émission, je veux le savoir, on va tout de suite le mettre en prison. J'ai dit, si vous trouvez quelqu'un, vous devez d'abord passer sur mon cadavre à moi. Oh, wow. Et donc, en fait, j'utilisais des termes là où les homosexuels se disaient, enfin, on a quelqu'un qui parle ou qui nous défend. Et moi, je suis hétérosexuel. Je crois peut-être que je dois quand même éclaircir ce point-là. Mais je savais que c'est une chance sur 1 million que je puisse parler de ça parce qu'il y a les élections. Évidemment, je n'ai pas gagné les élections. Et je n'étais pas au Liban de toute façon la dernière semaine avant les élections parce qu'on m'a tiré dessus avec ma femme, parce qu'on nous a empoisonnés au petit-déj, toute mon équipe, ma nièce, ma femme, ils étaient à l'hôpital. Ils ont vraiment essayé de nous liquider plusieurs fois. Et c'était pas évident du tout. Mais qui a essayé? Enfin, qui a essayé de vous empoisonner, de tout ça? On ne sait pas. En fait, comme tout le monde était contre ce que je faisais des meetings à 6 000 personnes. 6 000, 12 000.
Et j'étais le seul à faire des meetings, parce que personne ne faisait des meetings, ils avaient peur. Parce que la situation au Liban n'était pas très bonne. Et j'étais le seul à le faire. Et donc, évidemment, je marchais avec ma fille sur mes épaules, qui a 9 ans, qui avait 8 ans à l'époque. Il ne fallait pas faire ça. Et quand on nous a tiré dessus, j'ai compris que je prenais énormément de risques. Et après ça, donc, j'ai décidé de ne plus les emmener en meeting avec moi. Et moi, je pensais que la meilleure solution, c'était de montrer que ma famille est à mes côtés, que tout le monde est engagé. Ma fille aînée Najwa, elle était aussi là en train de m'aider au QG, comme on l'appelle. Et puis moi, vraiment, j'ai engagé des jeunes, des filles et des garçons. J'ai composé une liste, la seule liste, 50% hommes, 50% femmes. Là, si vous regardez actuellement le gouvernement libanais, il y a une seule femme. Et quand ils l'avaient présenté le jour de l'annonce de gouvernement, ils ont dit, il y a Madame telle, la femme d'eux. Ah ouais, d'accord. Pour dire pourquoi elle a été choisie. C'est la femme d'eux. Ouais. Et donc, j'ai quand même, je peux dire que mes activités au Liban ont montré une autre voie, qui est la Troisième République libanaise, une république laïque, parce qu'aujourd'hui, le problème libanais sera réglé si la République devient laïque. Quand il n'y a plus de différence entre les gens par rapport à la religion, parce que même les postes dans les ambassades sont décidés par la religion. Ah oui. Par exemple, si l'ambassadeur est maronite, le premier secrétaire doit être sunnite, ensuite c'est chiite et tout ça. Le poste de directeur de conservatoire de musique à Beyrouth, il est uniquement pour les catholiques. Donc, mais comment on décide par poste, par religion, comment on décide? Oui, c'est par poste et par religion. En fait, tout est décidé. Le président de la République, il est maronite. Le Premier ministre, il est sunnite. Le président du Parlement est chiite. Le vice-président du Parlement est orthodoxe. Le chef des armées est maronite. Le directeur de la Banque centrale est maronite. En fait, c'est tout le temps comme ça, jusqu'au concierge de ministère. En fait, tous les postes de l'État sont par des quotas religieux. Donc, c'est aussi simple que ça. Okay. Moi, j'ai toujours pensé, et je continue à penser, que le problème au Liban, il y a deux problèmes. C'est la corruption, qui est beaucoup plus important que celui donc de confessionnalisme. Et deuxième, c'est le confessionnalisme. Si on supprime les deux, le Liban peut être prospère, il peut être comme Dubaï, Singapour, la Corée du Sud réunis. Et même meilleur, parce que le Liban, il a beaucoup d'histoire. Vraiment, l'histoire de l'humanité, elle s'est faite là-bas. La première lettre, l'alphabet, les couleurs, ça c'était avec les Phéniciens. Donc, il y a de quoi être fier. En plus, on a un magnifique pays, la mer, les montagnes, la neige. On skie en mars jusqu'à mars-avril, on skie au Liban. Et évidemment, la nourriture, parce que nous, les Parisiens, parce que vous êtes Parisiens aussi comme moi, on sait que quand on voyage quelque part, la première chose, c'est on se demande est-ce qu'on va bien manger ou pas. Bah, grave. Alors, au Liban, on a la mer, on a le soleil, la neige, la montagne, et on mange très bien. Bien sûr. Donc voilà, moi j'y crois beaucoup. Donc je reviens à la question. Ouais. Alors, de qu'est-ce qui se passe en ce moment en ce moment, quoi. Ce qui se passe au Liban est la faute des Libanais. Moi, j'ai toujours pensé que chaque pays vit ce que sa population a envie de vivre. Les Libanais, actuellement, il y a une guerre d'Israël contre le Hezbollah. On peut l'appeler comme ça, on ne peut pas dire que c'est une guerre d'Israël contre le Liban, parce que c'est vraiment contre le Hezbollah. Le Hezbollah, il se trouve dans la banlieue sud de Beyrouth, mais c'est quand même Beyrouth. Oui, bien sûr. Donc, même si on n'est pas concerné par les tirs, mais on les entend, et on entend les avions de chasse. Croyez-moi que les avions de chasse, c'est encore pire que les bombardements. Ça fait vraiment, vraiment peur. Je le dis parce que je l'ai vécu quand j'étais petit. Et donc, on peut juste dire que c'est entre Israël et le quartier sud de Beyrouth. Au sud de Beyrouth. Donc, c'est contre Hezbollah. Pourquoi il y a cette guerre? Parce que le Hezbollah, depuis le 7 octobre, n'ont pas cessé d'harceler la population israélienne du Nord jusqu'à ce qu'ils ils ont été obligés de changer de lieu de résidence, c'est-à-dire de quitter. Ils ont vidé tout le nord d'Israël de ses habitants. Alors évidemment, les Libanais et les membres de Hezbollah, ils considèrent que ce n'est pas Israël, que Israël est un pays qui n'existe pas, que c'est la Palestine. Moi, personnellement, je ne peux pas avoir ce même discours parce que depuis que je suis né, ce pays-là existe. Les gens qui sont nés là-bas, ils ont un passeport. Et ce pays est reconnu par beaucoup de pays du monde, pas par le monde arabe. Donc moi, je ne peux pas avoir le même discours. Moi, je considère qu'une partie des Libanaises lançait des roquettes du matin au soir sur une population civile
qui vivaient au nord d'Israël, qui étaient obligés de se déplacer par peur de mourir. Et donc Israël, à un moment donné, s'est senti obligé de riposter pour rassurer les Israéliens du nord pour qu'ils reviennent vivre au nord. Donc ça, sur le papier, c'est comme ça. Mais en réalité, l'armée israélienne, en bombardant les membres de Hezbollah, bombarde aussi les civils libanais, peu importe qui ils sont. Parce qu'on ne peut pas dire que tous les habitants à 100% de la banlieue sud sont des membres de Hezbollah. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller vivre ailleurs, ou ils ont subi aussi l'existence de cette milice et tout ça. Mais la seule différence aujourd'hui, c'est qu'Israël a liquidé le chef de Hezbollah, qui est quand même le guide du Liban. C'est un peu comme lui. Si on considère que le Liban est l'Iran, là-bas, ils ont un président, ils ont un parlement en Iran, mais ils ont un guide. Bien sûr. Qui s'appelle Khamenei. Au Liban, il était le guide du Liban, parce que c'est lui qui décide de tout, de la politique, de l'économie. C'est le parti le plus fort au Liban. Ils ont la majorité au Parlement. Ils ont des armes. Ils sont armés comme une vraie armée puissante. Et donc, plus puissante que l'armée régulière libanaise, en plus. Beaucoup plus puissante que l'armée régulière libanaise. L'armée régulière libanaise n'a rien du tout. Ils reçoivent des aides depuis très longtemps uniquement pour les maintenir, pour donner les salaires, mais ils n'ont pas d'armes sophistiquées parce qu'Israël interdit que l'armée libanaise soit armée. Ils disent, voilà, si l'armée libanaise régulière, elle est armée, un jour, elle peut aussi nous faire la guerre. Donc ils disent, voilà, vous pouvez leur donner des M16, des Kalachnikov, des pistolets, mais pas plus que ça. Et heureusement que l'armée libanaise n'est pas actuellement impliquée dans la guerre, parce que ça sera, là, du coup, la guerre entre le Liban et Israël. Donc, ce que je ne souhaite pas. Et Nasrallah, vous dites qu'il y a, donc c'était un peu le guide un peu des Libanais. Et il y a aussi un président du Parlement au Liban. Mais comment ça se fait qu'il y a un homme qui ait pris autant de pouvoir par rapport au Parlement ? Parce que c'est un peu une sorte d'autorité sur le côté, le Hezbollah. Et qui devient de plus en plus puissante, voire plus puissante que le Parlement lui-même. Comment ça se fait, ça ? Alors déjà, le président du Parlement est chiite aussi, et il est l'allié numéro 1 de Hezbollah. D'ailleurs, depuis la mort de Nasrallah, c'est lui qui a remplacé Nasrallah, mais pas à Hezbollah, mais dans la compréhension des gens. Ils sont amis depuis 33 ans. Ils ont fait le djihadisme ensemble, comme on le dit. Donc, le président de Parlement, depuis que je suis né, il était le président du Parlement, et encore aujourd'hui. Il n'a pas changé depuis que je suis né. Et pourquoi ils sont devenus forts ? D'abord parce qu'ils ont le plus grand nombre de députés, et ils ont beaucoup d'alliés, y compris chez les chrétiens maronites, qui sont normalement dans l'opposition. Tout à l'heure, quand j'ai dit il est le guide spirituel du Liban, pas de tout le Liban, évidemment, mais des chiites, mais c'est quelqu'un qui a été, parce qu'il est mort depuis maintenant quelques temps, il a été aimé par tout le monde. On va dire, il y a même des chrétiens maronites qui l'adorent, parce que c'était quelqu'un quand même qui avait beaucoup de charisme, il parlait bien, il défiait Israël, qui est quand même une puissance nucléaire et une puissance connue par sa force et sa brutalité. Maintenant, en ayant des alliés sunnites et maronites et orthodoxes, ils ont la majorité du Parlement. Donc, aucun président ne peut être élu si Nasrallah, qui est maintenant mort, donc on ne sait pas qui va le remplacer, ne va pas le désigner. Donc, c'est eux qui décident. Mais ils ont aussi des alliés à l'étranger. C'est pour ça qu'on ne peut pas régler le problème au Liban sans chercher la source et ceux qui les protègent. Je vous donne un dernier exemple, parce que je ne pensais pas en fait qu'on va avoir vraiment, une conversation moi non plus, politique. mais c'est hyper intéressant. Après, vous coupez ce que vous voulez. Je donne le dernier exemple. Il y a eu la guerre en Syrie. Et donc, l'Europe, ils se sont dit, voilà, Assad est un dictateur, on veut liquider la famille Assad par tous les moyens. Et donc, il y a eu les réfugiés syriens un peu partout dans le monde, mais surtout au Liban. On en a 2 millions. La population libanaise, elle est de 5 millions. Donc, c'est beaucoup de millions pour un petit pays. Et donc, l'Europe, elle dit, voilà, nous sommes concernés par les réfugiés syriens, on va donner 1 milliard d'euros d'aide aux réfugiés syriens pour construire des écoles, pour payer les salaires des profs, pour leur construire des tentes ou des maisons. 1 milliard, j'ai vérifié moi-même, avec l'aide d'un groupe de parlementaires européens. On a découvert que le milliard qui est allé au Liban, il a été volé à 50% par toujours les mêmes familles. Et la deuxième partie, elle a aidé à endoctriner des jeunes Libanais de 17-18 ans, y compris dans Tripoli, parce que c'est là où il y a le plus de musulmans sunnites à Tripoli, pour qu'ils aillent faire la guerre à Assad.
Donc l'argent, il est allé pour acheter des armes et pour endoctriner la jeunesse libanaise pour qu'ils deviennent des kamikazes. Ce sont les mêmes kamikazes après, et les mêmes djihadistes aguerris qui ont pris le chemin vers l'Europe et qui ont fait des attentats et qui risquent encore de faire des attentats. Donc, vous et moi, nous l'avons financé avec nos impôts. Et donc, si on ne parle pas... J'ai parlé de ça au Parlement européen. Il y avait les députés européens et puis il y avait dans la salle beaucoup de députés et j'ai évoqué la question donc, de l'écologie, parce que l'Europe aussi finançait l'écologie, mais que ça partait en corruption. Mais surtout, je trouvais que la question de financer le terrorisme au Moyen-Orient et ici dire qu'ils sont contre le terrorisme, c'était quelque chose à régler définitivement. Et j'ai été entendu. Il y a eu un vote à majorité. Donc la discussion était à Bruxelles, mais le vote se passe toujours à Strasbourg. Et le Parlement, dans sa majorité, a voté pour arrêter d'envoyer des sous au Liban sans être sûr de la finalité là où l'argent va arriver. Mais si moi, j'en avais pas parlé, les députés n'auraient rien su. Et encore, il y avait quelqu'un qui était au courant de tout ça. Elle était ministre des Affaires étrangères de l'Europe, Mogherini, une Italienne. Et puis elle a dit oui, on savait, mais bon, la politique était qu'il fallait se débarrasser de la famille Assad. Donc vous voyez, oui, on peut aller... D'ailleurs, ils ont échoué, puisque la famille Assad est toujours au pouvoir en Syrie. Donc... Ils ont échoué parce que, vous savez, d'expérience, je sais que quand une guerre est financée par un pays étranger, elle échoue à chaque fois. Que ce soit en Libye, en Irak, en Syrie et bientôt peut-être au Liban, parce que là, maintenant, j'espère que ça ne va pas arriver, mais à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a beaucoup de pays qui viennent se mêler. Et donc, après, on ne comprend plus rien. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, soit il y a une vraie révolution, c'est le peuple qui veut changer son propre destin, et là, à ce moment-là, ça se passe bien, soit il y a des pseudo-révolutions, les révolutions de couleur, les printemps arabes et tout ça, qui sont à 100% financés et voulus par l'étranger, et donc ça échoue à un moment donné. Donc en fait, le problème, je dirais, au Liban, c'est pas seulement le Hezbollah, parce qu'aujourd'hui, on dirait que ça se résume un petit peu à ça. Mais en réalité, il y a tellement de strates, de problèmes, de corruption entre les communautés, que comment on pourrait avancer vers une paix, un État stable? Le Hezbollah est un des problèmes. Mais si on règle le problème de la corruption, indirectement, on règle le problème de Hezbollah. Pourquoi ? Parce que quand l'argent est contrôlé, on ne peut pas financer une milice. Aussi simple que ça. Donc, au lieu d'aller dire « je veux désarmer Hezbollah et faire une guerre civile », eh ben, on règle le problème de la corruption et après, tout sera légal. Les gens doivent déclarer tout ce qu'ils ont, comme ici en Europe. Et à ce moment-là, si quelqu'un il a un tank dans son garage, on va savoir qu'il a un tank. Voilà. Et donc, ça c'est la première chose, c'est la lutte contre la corruption. Et la deuxième, d'ailleurs, l'Europe, elle vit bien, la France vit bien parce qu'elle a lutté contre la corruption. Je ne dis pas zéro corruption parce que ça n'existe pas. Bien sûr. Mais au moins, pas 99% ou 90%, mais au moins qu'elle a baissé un peu au niveau européen. La moyenne, elle est de 15%. Évidemment, dans les pays nordiques, comme le Danemark ou la Suède, tout ça, vraiment la corruption, elle est minime, mais il en reste quand même un petit peu. Mais dans les pays du Sud, comme la Grèce, comme l'Europe, l'Espagne et un peu la France, la corruption, elle est à un niveau entre 13% et 15%. Moi, je souhaite que si le Liban peut arriver à 20%, on sera au top. Et la deuxième chose qu'il faut régler au Liban, c'est le confessionnalisme, qui a été créé par la France. Le Liban était français après la chute de l'Empire ottoman pendant 20 ans. Le drapeau libanais était bleu, blanc, rouge avec le cèdre au milieu. Tout le monde parlait français, c'est pour ça que je parle aussi français, parce qu'on on fait nos études dans les écoles libanaises en français. La mathématique, la science et tout ça. Moi, je connais les mois de l'année en français, je ne les connais pas en arabe. Les chiffres aussi. D'accord. On est tous comme ça. Et la France, elle a fait une constitution avant de partir. D'ailleurs, la France, elle est partie. Nous, les Libanais, on ne voulait pas qu'elle s'en aille. On voulait qu'elle reste. Ils sont partis d'eux-mêmes, malheureusement. Et donc, ils ont dit, voilà, la constitution, c'est un président maronite parce que les chrétiens de Liban doivent être protégés. Ils ont raison. Mais il y a d'autres façons de protéger les chrétiens du Liban. Et le président donc, du conseil doit être musulman sunnite et tout ça. Et donc, ils ont dit, en tant que
chrétien au pouvoir, donc les chrétiens vont être protégés. Puis finalement, on voit que maintenant, ce système il est obsolète. Et aussi, le régime électoral, il est parlementaire. Il l'était à l'époque en France. C'est le Parlement qui choisit le président. Mais le Parlement, il est tout petit. Et d'ailleurs, à chaque fois, le choix, il se fait par ou pour celui qui paye le plus. Admettons, moi, j'ai 1 milliard. Je veux devenir président du Liban. Cet exemple ne peut pas aller seulement parce que je ne suis pas maronite. Mais je donne l'exemple pour que les gens comprennent. Donc, si je donne 1 million, allez, 5 millions par tête. Bah ouais. Eh bien, comme ils sont déjà corrompus, ils vont accepter. Peut-être qu'un, il va dire, moi, je veux 10, moi, je veux 7. D'autres qui va être très content de 3 millions. Mais avec 100 millions, 150 millions, vous devenez président. Ou présidente. J'espère qu'un jour, une femme devient présidente du Liban. Vous pensez que c'est possible, ça ? Évidemment que c'est possible, évidemment. En fait, dans la Troisième République, la République que j'aimerais que le Liban puisse avoir, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est vraiment égalité dans tout, dans les salaires, dans le droit à la... Comme moi, par exemple, un homme, j'ai le droit de donner à mes enfants la nationalité libanaise, mais ma femme, si elle est libanaise, ou ma sœur, elle n'aura pas ce droit. C'est quand même... là, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Idem pour l'héritage. Moi, par exemple, j'ai 4 filles. Quand je meurs, c'est mon frère et son fils qui peuvent mériter, et pas mes filles, ni ma femme. Pourquoi ? Parce qu'elles sont femmes. Donc, ce n'est pas normal non plus. Et donc, à mon avis, le Liban, le problème libanais, il peut être résolu en 2 secondes. Si l'Europe et la France, par exemple, décident de ne plus soutenir la caste actuelle et de dire, écoutez, ça fait des décennies que vous essayez, ça ne marche plus. Il faut laisser à la nouvelle génération le temps de pouvoir montrer ce qu'ils peuvent faire. Et croyez-moi, la nouvelle génération, aujourd'hui, on a des jeunes de 26 ans jusqu'à 45 ans qui sont très, très forts. Ils sont très bien élevés. Ils ont été dans les meilleures universités du monde. Ils peuvent construire un Liban en quelques mois. En tout cas, mon programme à moi, il était de 6 mois. Donc, en 6 mois, on peut vraiment transformer le Liban entièrement. Bah, j'espère que ça va aller dans ce sens alors. Moi aussi, j'espère, mais vu ce qui se passe actuellement là-bas, non. Bon, là, c'est complètement bloqué, évidemment, puisque là, il y a une guerre qui fait rage. Ok. Je savais pas que la conversation allait vraiment tourner autour de ça, mais en tout cas, non, mais c'est hyper intéressant parce que je voulais avoir votre regard aussi sur ce qui se passe, mais là, vous m'avez donné plus que votre regard, vous m'avez planté le contexte total et j'y vois plus clair. C'est sûr que le focus sur le Hezbollah, qui est un énorme problème, mais évidemment, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin ? Moi, tous les matins, je me dis jusqu'ici, tout va bien. Tous les jours. Très bien. Si vous deviez choisir une seule musique classique, ce serait laquelle ? Wow. Le 2e mouvement de la 5e symphonie de Mahler, de Gustav Mahler. Ok. Ben, on va finir sur ça. C'est le passage andante qui a été utilisé dans Mort à Venise, dans le film de Visconti. Magnifique. Bon, on va finir sur ça. Merci 1000 fois, Omar. Ah, c'est fini ? C'est fini. Dommage. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.